Ouais, donc bonjour, on est avec Frédéric Tardieu qui est aux Philippines sur l'île de... Comment elle s'appelle ton île déjà, Frédéric? Pangatalan. Pangatalan, d'accord. À l'accent de Frédéric, vous pouvez vous rendre compte qu'il est plutôt supporter de l'OM que du Paris Saint-Germain, hein, si tu t'intéresses au foot. Donc Frédéric, d'abord, je voudrais te remercier d'avoir accepté cet entretien sur mon petit groupe de récifalistes, de passionnés du corail. Et raconte-moi un peu ton aventure. Comment tu t'en es arrivé à vivre sur une île en Indonésie et à te dire, tiens, je vais restaurer le récif et le biotope. Alors, les aventures sont souvent des faits du hasard. Ouais, Euh, en 90, à l'époque, j'étais coiffeur et j'avais un magazine qui traînait sur une des tables et c'était VSD à l'époque. ouais, Et VSD fait un reportage sur un jeune Marseillais qui a acheté une île aux Philippines. Et comme j'étais un chasseur sous-marin passionné et fou de cette passion, et dans la photo, il avait une énorme carangue dans les bras, donc j'ai dit, il faut y aller. Donc mon épouse me suit, on part en vacances. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de mail, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait que dalle. Donc, on part à l'aventure et au bout de 3 semaines, on finit par découvrir Thierry Blassel. Et je suis chez lui aujourd'hui ah, génial. à la ville, le hasard Ouais, fait ouais. ça. Donc, tu vois, depuis 90, ben, on est restés potes et en 2010, on a décidé, donc à l'époque, on passe 15 jours de rêve où je suis dans l'eau tous les jours, des gros poissons, l'aventure de l'île, c'est Pour toujours observation ou chasse? chasse. Chasse. Chasse, j'étais venu avec mon fusil pour Ouais, faire. Mais moi, je suis pas un prédateur. On fait le poisson pour manger pour la journée, et puis voilà, quoi, c'est tout. Tout le reste, ouais, 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 c'est de ouais. la balade, c'est du bon temps. Et en 2010, on refait un voyage dans l'Asie totale, parce qu'on a une de nos filles qui travaille à Shanghai depuis 15 ans, là. Mhm. Donc, on décide de faire un grand périple. Et le périple se passe très mal. On est au Vietnam et honnêtement, on ne ressent pas du tout ce qu'on devrait ressentir. Il n'y a pas de feeling. Et on décide de partir brusquement après l'Indonésie, après tout un tas de pays. Et on se dit, ben, où on va? Et ma femme, elle me dit, ben, si on retournait aux Philippines, retrouver Thierry. Et en fin de compte, Thierry, entre-temps, il avait fait 9 gosses à la Oh même là! femme. Ouais. Donc, et puis il avait quitté son île, il l'avait vendu à un Breton qui est passé à la télé, qui s'appelle Jacques Branelec et qui fait la perle dorée des Philippines. Ah, ah ouais. Et donc on retrouve Thierry à la ville. Et quand on rentre en France, on dit, ben, écoute, on avait cherché à l'époque beaucoup de plages ou de bouts de terrain sur les Caraïbes. Et puis ma femme me dit en rentrant, ben, en fin de compte, on s'est toujours trompé. Ce qui nous plaît, c'est le côté wild, l'aventure. Et l'Asie, ben, les Philippines ont conservé ça. Et on dit à Thierry, ben, trouve-nous quelque chose. Et ça Une n'a pas île. traîné. Une 6 mois île. après, Hmm. ben, surtout pas une île, parce que moi, j'étais bien conscient des problèmes des îles. Tu es pris un peu en otage dans une île, hein, Ouais, tu ouais, manques de tout, ouais. tu as un problème, ça prend du temps pour être rapatrié. Et en fin de compte, tout ce qu'on voit, et l'Asie, c'est très, très bruyant. Il y a les chiens, il y a les coqs, il y a les gens, il y a les karaokés. Quand ils ont bu un coup, ils sont infernaux. C'est pas l'épaisseur des murs Ouais, qui tease. ouais, ouais, j'imagine. Ouais. Et en fin de compte, quand elle me propose cette île, moi, ce que j'y ai vu là-dedans, c'est le pari, c'est quelque part, c'est une gloriole. Tu dis, j'ai une île, ça évoque le high Renaissance. level d'une Ouais, ouais, société, ouais, tu vois, ouais. c'est tout ça. Hmm. Tu déchantes très vite, tu déchantes très vite. Et puis voilà, l'aventure, donc le 4 janvier 2011, donc ça n'a pas traîné. À l'époque, j'avais encore changé de métier, j'étais promoteur immobilier. Ouais, ça, je l'avais vu, ouais, Voilà, donc À Marseille. à Marseille, on se lance dans un mi-temps et qui pouvait pas durer parce que tu te rends compte que on faisait 3 mois, et les 3 mois où tu n'étais pas là, tu perdais un peu les acquis des Ouais, 3 mois où tu avais vraiment bossé. ouais. Et l'aventure, on décide d'aller jusqu'au bout, donc on arrête de bosser, on prend une retraite anticipée et on se lance dans cette aventure. Donc l'aventure, au départ, c'est l'île elle-même, c'est le territoire qui était complètement dévasté, donc c'était planter des arbres parce qu'il n'y en avait plus Ah oui. pour éviter l'érosion des sols, c'est
tout ça, ça va venir vers le corail, puisque l'érosion des sols, c'était la mer qui noircissait à chaque saison des pluies, Ah oui, ouais, dans ouais. la boue et qui asphyxie tout à elle-même. Donc, écoute, on Donc fait des travaux. vous avez commencé par rétablir un truc sain pour pouvoir y vivre et Exactement, arrêter de polluer la mer à côté, quoi. Ouais, exactement. Un campement à la koh sur la plage. ouais. Et puis, on se retrouve. Avec les poteaux, t'es resté en équilibre sur des poteaux? Ah ben, c'est une autre forme d'équilibre parce que le deuxième jour, il y a un typhon qui arrache tout. Ah putain. On se retrouve avec un cobra de 2,50 m dans le lit. Voilà, tous les jours, il y avait. Mais ça ne nous a pas découragés. On a été jusqu'au bout de l'aventure. T'as la chance Donc, d'avoir une femme qui a pas peur des bestioles, alors. eh ben, écoute, c'est certainement la chance de ma vie, c'est-à-dire elle a jamais baissé les bras. Elle a toujours voulu vivre l'aventure jusqu'au bout. Et Dieu sait qu'il y a eu des bouts, des extrémités qui ont été dures pour le retour en arrière, mais non, on n'a jamais lâché. Aujourd'hui, on est dans la 11e année, donc Ouais, on peut dire qu'on connaît bien l'Asie, on connaît bien l'isolement, on connaît bien tout ça. Et une fois qu'on a fini un peu cette restauration terrestre, que tout était fait, c'est-à-dire qu'on a créé un système solaire, on n'avait pas d'eau, on est allé prendre l'eau à 3 km sur une autre île, on avait fait des pipelines sous la mer, tout ça en dépression, en essayant de faire l'inverse de ce que je faisais en tant que promoteur immobilier. ouais. C'est-à-dire me faire petit dans la nature, laisser la plus de place à la nature qu'au jardin pourri que tu fais dans une cité. Mhm, C'est pas péjoratif, mais c'est un constat, c'est un bilan de ta vie. À un moment, il faut mhm. savoir se regarder dans un miroir et se dire jusqu'où tu vas là, Ouais, ouais. jusqu'où tu es capable d'aller, jusqu'où tu es capable d'être con. Et À ce ça, point-là, à ce point-là. tout ce que je dis, ça n'engage que moi. Ouais. C'est pas péjoratif vis-à-vis des autres. Tous ceux qui m'écoutent ne prennent pas ça au premier degré. C'est mon analyse personnelle de dire qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Ouais. Euh, Ma Ouais, vie, ça a toujours été un peu Caribanci là, mais c'est un choix. ouais, mais C'est un... je pense qu'avec l'âge, il y a un moment où effectivement, on se pose cette question. Ouais, ouais, effectivement. Ouais, voilà, tu sais, une boîte de promotion, c'est 100 people tous les jours à titre privé. Coiffeur, j'avais 14 salons, j'avais 92 employés. À un moment, tu te dis, mais jusqu'où on veut aller, quoi. Jusqu'où Hmm. tu veux aller. Puis pour faire quoi? Pour te retrouver en vacances toujours avec tes mêmes potes aux mêmes endroits, avec une certaine clientèle, enfin, un Hmm. certain niveau de communauté. Et cette aventure, en fin de compte, ça a été un peu ta quête, ta psychanalyse personnelle, Ouais, en te ouais. disant, je me démunis de tout, je reprends les choses à la base, je me retrouve face à la nature, comment je vais réagir? Mais en fin de compte, on savait ce qu'on voulait. Et la nature est gratifiante au point que dès que tu plantes un arbre, ben, ça te fait de l'ombre. Hmm. C'est un arbre qui pousse, c'est un oiseau qui vient dans l'arbre, c'est automatiquement de l'herbe qui vient pousser parce que tu y mets de l'ombre et que c'est moins aride. Les Et, insectes, ouais. et voilà, et en fin de compte, tu te rends compte que la nature, elle a juste besoin de ton coup de pouce parce que tu es intelligent, tu peux le donner, et il faut la laisser faire après. Et Hmm. tu verras, c'est le parallèle que je vais vous expliquer dans les coraux, puisque Ouais, j'ai découvert beaucoup de choses aussi et je fais machine arrière aujourd'hui sur mes engagements et sur ma vision pour laisser faire un petit peu la nature. ouais, Donc, en 2015, on a fini l'île, on a fini le terrestre et c'est un copain qui est dans un club de plongée sur une grande île qui s'appelle Palawan, qui est un peu notre île principale, ouais, ouais. et qui me dit, écoute, j'ai un jeune marine biologiste là, Thomas Pavier, un Français, qui en peut plus. Il avait fait une expérience aux Seychelles, à la Guadeloupe, et puis en fin de compte, il n'avait jamais valorisé son diplôme. Il était jeune diplômé. Il était plus dans la gestion des écosystèmes que marine biologiste pur. Ouais. Je dis, bah, écoute, tu es au bout d'une bière. Je dis, écoute, tu viens sur l'île, tu me dis ce que tu en penses. Viens avec moi dans l'eau et tu vas Ouais. voir. Mhm. Et là, donc, il me préconise, on discute, tu sais, c'est toujours pareil, tu t'enflammes un peu. Et puis le lendemain, j'en parle à mon épouse et elle me dit, de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Bah ouais. J'ai dit, ben, Thomas, écoute, voilà, je te donne carte blanche, tu as 8 mois devant toi, il faut que tu me dresses un état des lieux et que tu me fasses des préconisations pour que ce que j'ai fait sur la Terre, je puisse le faire dans la mer, parce que moi, la mer, je l'adore, je la connais par cœur. Je sais attraper un poisson de 10 kilos, mais par contre, je ne sais pas par quel bout la prendre pour essayer
de changer ma vision que Ouais. j'avais. Toi, Et tu n'as donc, pas du tout de formation de biologiste marin, rien. ah non, absolument pas. Non, non, moi, j'ai pour ainsi dire pas été à l'école, hein. J'ai Hmm. obtenu mon bac, je ne sais pas comment, et puis après le bac, j'étais soudeur au maître la nuit dans les charpentes métalliques. J'étais chaudronnier, quoi. Donc j'ai fait un peu tous, tous les tours qu'il peut y avoir dans la vie, mais c'est jamais c'est des leçons que tu prends, Hmm. plus ou moins agréables, mais ça te permet de te former, de t'équilibrer, de savoir ce que tu veux dans la vie. Ouais. Ouais. Donc, 2015 et 2016 sont des années d'approche, d'études, et 2017, on est vraiment dans le bain de la restauration corallienne. Et grâce à Thomas et un peu à mon envie de bouger, on crée des moules, on essaie de trouver un récif artificiel, puisque l'analyse est très simple. N'étant pas, quand vous voulez couper, vous me le dites, parce que j'ai tendance Ouais. à débiter. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai de l'écho maintenant. Les moules, c'est quoi? Tu peux revenir un peu là-dessus? Alors, ce qui me frappe dans les récifs coralliens d'Asie, c'est que 50% sont défoncés, sont explosés à la pêche à la dynamite. Alors, il faut se dire, c'est pourquoi ils pêchent à la dynamite. Parce qu'en fin de compte, ils avaient des pêches traditionnelles qui étaient autosuffisantes et ils se retrouvent confrontés à un développement touristique, donc à une demande de poissons et à de la pêche. Alors, il faut savoir que les Philippines, c'est 7500 îles et il n'y a pas de décentralisation. Donc, tout le pouvoir est à Manille, c'est des pays corrompus, il n'y a aucun moyen d'aide de bateau pour un garde-côte, pour une surveillance. Donc, tu te retrouves à 5 km des côtes avec des bateaux-usines qui défoncent tout. Et la seule vengeance que peuvent se faire les Asiatiques, parce que c'est le problème de l'Asie en général, c'est que pour accélérer leur méthode de pêche, ben, c'est tellement plus facile de balancer une bombe dans la mer. Et Ah cette oui. bombe, ils ne réalisent pas qu'en fin de compte, à chaque fois, c'est une crevasse énorme. Et comment imaginer de la restauration corallienne pour moi qui suis profane, c'est-à-dire je ne peux pas attendre que le corail pousse, il faut aller plus vite. Donc, en fin de compte, j'ai imaginé, avec Thomas, on a imaginé créer un support, ce qui est un récif artificiel, mais ce support, en fin de compte, il faut qu'il ait deux fonctions dès le départ. C'est un côté esthétique, puisque la vie va repousser dessus, le décor va venir. Il faut trouver une méthode pour que le décor puisse tenir, ça c'est encore autre chose. Et c'est surtout que ça serve d'habitat immédiat à ce Ouais. qui a disparu, parce que quand il n'y a plus de récif, il n'y a plus de poissons. Donc, si tu attends que le récif revienne, le poisson, il va revenir dans 30 ans. Et là, tu te mets une balle dans le pied et c'est là où la mer, on a estimé qu'elle avait besoin de ce coup de pouce. Donc, on essaie de… Dans ma formation de chaudronnerie, j'avais fait bien sûr du dessin industriel. Et j'ai le coup de crayon assez facile dans la vie. Donc, on a imaginé créer un récif artificiel qui soit facile à réaliser, Ouais. coûteux, transportable très rapidement, puisque là, nous, on n'a pas de barge, de grue, de bateau. Et c'est surtout que n'importe qui puisse le faire, puisque dans la démarche, moi, en 2015, j'ai quand même, dans l'idée première d'avoir cette île, c'était de se dire, on va se faire notre petit resort à nous, Ouais. on va faire venir les guests du monde entier, on va faire la teuf, on va gagner des sous. Et puis, d'un moment, tu te rends compte que tu vis bien tout seul, tranquille, et que la nature compense tellement cette quête de pognon. Et puis voilà, la thérapie personnelle avait déjà démarré avec Ouais. le soleil et les embruns de mer. Donc Et avant de te lancer dans tout ce projet, tu sentais qu'il y avait un truc qui déconnait dans ta tête, quoi, dans ta vie marseillaise. ben, tu sais, quand tu… Oui, oui, en fin de compte, là où j'ai suivi ma femme qui a voulu peut-être être beaucoup plus rapide que moi, c'était se dire, quand on va être confronté à l'âge et à la retraite, d'abord, j'espérais ne pas attendre 65 ans pour avoir une retraite. Et j'ai dit, mais on va finir comment? On va finir comme notre copain dans un golf fermé avec des grosses maisons, avec des gardes. Et le golf, j'ai horreur de ça, quoi. Et puis, l'enfermement me déplaisait. Donc, pour nous, ça a été, tu ouvres la fenêtre et tu prends un bol d'air, tu vois, et tu te dis, waouh, il peut se passer quelque chose ailleurs et différent.
de nos concepts à nous, Européens, de la retraite. Et l'Asie, c'est l'opposé de ta façon de penser en Europe. Ah oui. Et le lendemain, on s'en fout, on verra bien, il y aura toujours un bout de poisson, il y aura toujours du soleil, il y aura toujours un tongs, un short. Et quelque part, on a voulu vivre à fond cette aventure. Donc, c'est un travail là. Et au bout de 2-3 ans, ce travail, il a été omniprésent, il était là. Et c'est comme si on te fait une transfusion, quoi. On te change le sang et ton ADN change avec. Finalement, ce truc de départ, qui était un peu comme ça, une lubie, ça s'est transformé en passion, quoi. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je peux te dire que je vais vous l'expliquer, c'est devenu une passion dévorante, dans la mesure où on s'est rendu compte que il y a des choses incroyables sur Terre, c'est qu'une île, c'est quand même une masse d'eau entre toi et la prochaine île qui est plus grande, où il y a plus d'animaux. Tu te rends compte que tous les animaux se jettent à l'eau. Moi, je vois des poules. Les poules chez nous, elles volent, mais elles volent pendant 3 kilomètres. C'est-à-dire que la poule qui est sur l'île voisine, elle peut atterrir chez toi. Tu vois, la nature a gardé ce côté sauvage. Un cobra peut changer d'une île et venir sur ton île à toi. Il nage? Il nage. Les cobras se jettent dans la mer, tous les poissons nagent. Et tu te rends compte que des animaux qu'on n'avait pas ont commencé à coloniser notre territoire. Ou alors on était suffisamment benés pour ne pas les voir. Il y a des éléphants dans ton coin? Et non, justement, c'est pas venu jusque-là. Mais en fin de compte, majorité d'oiseaux qui est revenue, beaucoup de varans. C'est pas les varans de Komodo, mais c'est des animaux qui peuvent faire jusqu'à 1,50 m, des cobras, des pitons, des écureuils, des tortues terrestres. Mais alors ça, c'est certainement qu'on les a pas vus. Les écureuils, ça ne nage pas. Mais en fin de compte, tu t'es rendu compte que dès que tu recrées un territoire, en fin de compte, les animaux vivent beaucoup mieux. On a découvert 2 pangolines qu'on n'avait jamais vues. L'île, elle n'est pas grande, elle fait 4 hectares. Mais tu sais, trouver un trou de souris se planquer, ça peut rester pendant 3 ans en hibernation. Enfin, ce que je dis, c'est sortir la nuit. Et en fin de compte, ce changement d'air nous a lavé la tête. Et de là est partie l'aventure Corail. Et l'aventure Corail a été vraiment notre bâton de dynamite à nous pour dire qu'il y a un tel besoin. Parce que qui a besoin d'un poumon vert en dehors des animaux? Personne. Mais tu te rends compte que le récif corallien lui-même, il est la mère nourricière de millions de gens qui en dépendent. Et c'est là où la prise de conscience a été un électrochoc. Et quand on a donc créé ce récif artificiel, et je me revois avec Thomas faire des moules en bois, couler du béton, comment ça va faire? Laisser sécher au soleil, est-ce que c'est une pollution pour la mer? C'est pas une pollution. Donc, moi qui étais un petit peu du bâtiment, de par mes éprouvettes béton quand on construit des immeubles, on s'est mis à faire des récifs artificiels éprouvettes et les laisser vieillir. Et en fin de compte, les intégrer à la mer et de se rendre compte comment la mer et les algues et les microparticules commençaient à recoloniser ça. C'est-à-dire que vous les laissez vieillir dans l'eau? On les a laissés vieillir en terre. En terre, ah oui. Le but, c'était de trouver. On sait que quand tu construis quelque chose en béton, si tu le mets dans l'eau de suite, il y a une forme de laitance. Et cette laitance, c'est de la chose. C'est de la chose, c'est de l'acide. Et dans la mesure où nous, on avait décidé de faire les choses totalement différemment par rapport à tout ce qui se fait, sans porter jugement de ce qui se fait, mais tu sais, dans ta vie, quand tu es toujours un self-made, tu as toujours travaillé pour toi, tu as toujours monté tes boîtes, tu as envie de faire les choses, si c'est pour acheter une franchise, ça ne m'intéresse pas. Et c'est comme ça qu'on est parti dans un truc où il fallait que nous-mêmes, on fasse nos preuves. Donc, au bout d'une année, on a compris comment faire un récif artificiel en béton, comment l'immerger pour que la mer l'adopte le plus rapidement possible. Et on a commencé à installer des GoPro dessus pour voir comment les animaux vivaient autour. C'est-à-dire est-ce que c'était l'objet nouveau et ça commence à tourner autour, ça commence à vivre, à dormir dessous, puisque nous, le but, c'était de recréer un habitat et de mettre des coraux dessus pour que l'habitat ait sa fonction immédiate. C'est-à-dire que quand tu as un récif qui fait 2 mètres de haut, qu'il a pris un bâton de dynamite, il est à altitude 0. Comment récupérer les 2 mètres
Hmm. déjà, si on peut remettre, nous, 1 mètre, 1 mètre 20 et laisser Ouais, faire la nature. pour la lumière ouais, pour la lumière, pour le. Tout en fin de compte, ça te fait un récif, ça te fait un linéaire, puis d'un coup, tu as une. Moi, j'ai toujours comparé. Tu sais pourquoi on l'a appelé le Sulu Reef, le S. En fin de compte, notre récif artificiel s'appelle le SRP, le Sulu, parce qu'on est dans la mer de Sulu, Ouais, Reef, parce qu'il fallait mettre le mot Reef, et il s'appelle prosthésiste. Parce que pour moi, le récif corallien que j'avais autour de notre île, c'était une bouche. Et en fin de compte, quand il te manquait une dent, c'était ni plus ni moins l'explosion de la dynamite. Il fallait remettre le pivot. Donc c'est ouais, pour ça que je l'ai appelé prothésiste. C'était vraiment à l'image de la dentisterie. Il ouais. fallait recouvrir ce vide C'est mon pour job, pouvoir donc je comprends bien l'histoire. voilà, pour retrouver le niveau et mâcher correctement et que la vie des poissons, la vie corallienne, elle retrouve plus cette dent creuse au milieu qui rimait à rien et qui, pour elle, il n'y avait pas de continuité dans l'habitat et dans tout ça. Hmm. Donc après, il a fallu trouver une idée, c'est de se dire comment on va faire tenir nos coraux là-dessus. Et, Ouais, pour ne pas, et à l'époque, quand je te parle de ça en 2015, on est beaucoup dans la tâche plastique, on est beaucoup dans l'époxy, on est beaucoup dans les cols. Il y a ouais. beaucoup de gens qui font ça à l'extérieur. Alors, j'ai dû visiter 320 sites de Ouais. fondations En, qui font en ça. Polynésie, je crois, à Moorea, au Criob, ils cultivent le corail sur corde, il me semble. Oui, Très alors bien. là, c'est du grossissement pour après. Alors, le Ouais, CRIOB, vous verrez par la suite, je travaille beaucoup avec le CRIOB, puisqu'aujourd'hui, j'emploie déjà, je fais 2 thèses de CRIOB sur l'île et je travaille avec Serge Plane. ouais, mon fils est biomarin, imagine-toi. Et normalement, là, avec ce Covid de merde, ils sont bloqués en France depuis février. Mais en principe, début juillet, il part à Moorea, au Criob. Ben, Euh, écoute, il rencontrera Laetitia. voilà, il va travailler avec Laetitia, exactement. Non, ben, Exactement. Laetitia, c'est que j'ai fait une présentation au CRIOB à Perpignan et j'ai rencontré tout le staff Ouais, et on est tombés tous. Il y avait Ivanko, il va rencontrer Ivanko, il va rencontrer Laetitia et Maëva Goulet, qui elle travaille pour le MNHN ouais. et qui fait une thèse CRIOB. Tout ça, c'est le CRIOB. Et moi, j'ai récupéré Victor et une autre qui va arriver, puisqu'on fait 2 thèses pour le CRIOB aujourd'hui Génial, génial, par génial. rapport à ce qu'on fait, puisqu'il faut une analyse certaine. Et on travaille surtout avec Serge Plane et Denis Allemand de la Fondation Albert II, Ouais, où tous nos rapports, et ils vont faire partie du nouveau comité scientifique qu'on est en ouais. train de créer. Ouais, d'ailleurs, bon, après, on va revenir sur ta façon de coller les coraux, mais je pense s'ils arrivent à partir en Polynésie, on fera certainement un entretien avec le CRIOB. Et éventuellement, je t'y convierai avec grand Ah plaisir. oui, volontiers, surtout que je les connais bien, puis je devais y aller là en janvier, et puisque Thomas Pavie, qui était le gars avec qui j'ai créé ça, partait sur une mission Fakarava, puisque lui il travaille avec Laurent Balesta sur Ah oui, 700 requins dans la nuit. Et voilà, c'est toute l'équipe avec qui on travaille, donc on se connaît tous. génial, Et, génial. et le but, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui est de l'autre côté du monde, on aille le rejoindre et on essaie de faire quelque chose avec. Donc on Ouais, connaît bien. faudrait que ça m'intéresse. Je vais essayer de prendre contact avec Balesta, bon, que j'ai croisé plusieurs fois au salon de la plongée, mais faire un entretien avec Balesta, là, c'est un truc qui me plairait vachement, ça. Bon, alors, comment tu les colles, tes coraux, Frédéric? En fin de compte, on s'est rendu compte que le corail, pour pousser ou pour prendre racine, a besoin uniquement d'une pression. On a testé plusieurs trucs, c'est-à-dire que quand les gars les attachent avec des plastiques, c'est ni plus ni moins une pression sur une structure métallique, et tu te rends compte qu'il fait son pied sur la structure métallique. Et nous, on s'est dit, en fin de compte, pour ne pas mettre de plastique dans l'eau, qu'est-ce qui pourrait plaquer le corail sur ce support béton, qui en fin de compte est très large, puisqu'il fait 8 cm. Et je reviendrai sur le récif, pourquoi on a décidé aussi de faire un récif. Nous, l'idée, elle est très simple et je la donne, puisque il faut savoir que tout ce qu'on fait, pour nous, c'est de l'open source. On n'est surtout pas en rétention d'idées. Le Ouais, but, c'est que si les gens veulent savoir ce qu'on fait, moi, je les invite sur l'île. Aujourd'hui, c'est devenu une plateforme scientifique. Il y a la terre entière qui défile. On a des Japonais, des Australiens, des Italiens, des Belges, des Néo-Zélandais. On a de tout. génial. Parce que chacun cherche de son côté. Et en même temps, on vient tous s'inspirer. On a tous besoin d'aller plus vite.
le temps, aujourd'hui, moi, il y a un facteur qui me gêne dans la vie, c'est que j'ai 65 balais et que tu te dis combien de temps je vais faire le con encore. Ouais. Ben, Combien de temps la vie va m'accorder à m'investir là-dedans et physiquement, combien de temps je vais pouvoir tenir parce que l'île, elle fait 30 mètres de haut, je la monte 10 fois par jour, c'est-à-dire que je m'en monte 6 étages 10 fois par jour. C'est physique, être dans l'eau tous les jours, les hmm. bouteilles, je fais beaucoup d'apnée. Puis la vie est là. Hein. Les beuveries que tu as fait étant jeune, toutes les conneries, mais tu les payes, il y a l'addition à Oui, l'arrivée. ouais, exactement. Il y a l'addition un peu plus bas, mais c'est tellement un bonheur. C'est-à-dire que voilà, le but, c'est pour revenir à l'open source, c'est se dire que aujourd'hui, la dégradation va tellement vite, la pression est tellement énorme, les facteurs sont tellement nombreux, c'est que plus on va aller vite, il n'y a pas de temps à perdre. Chaque jour, si moi je ne suis pas dans l'eau pour faire une conclusion ou une action au quotidien, je me dis, T'as c'est perdu pas, ton temps, quoi, ouais. tu as perdu ton temps, quoi. Tous les jours comptent, les semaines comptent. Donc, les échanges comptent, les partenariats comptent et le côté humain compte aussi, puisque ça reste un échange international, puisqu'on est tous là pour le même problème. Et c'est des métiers, enfin des métiers, mais c'est de la passion, quoi, avant tout. C'est de la passion Un aussi. chercheur, au prix où il est payé, tu te rends compte que c'est Ouais, plus ouais, un non, passion. mais je sais, je suis au courant du sujet avec mon fils. Je sais, je sais. Voilà, c'est ça. Et il y a quelque chose qui nous rejoint, c'est la mer, c'est l'océan. Moi l'eau, la sensation de sel, c'est immuable. Quoi. Ouais. Il y a les coraux, mais il y a tellement d'autres choses. Donc, Donc, les coraux, ils ont besoin d'une pression. Et alors? ils ont besoin d'une pression. Donc, on a créé, l'idée c'était sur ces... Si vous allez sur le site, vous allez voir le SRP, ni plus ni moins, c'est une chaise, c'est 4 pieds de chaise emboîtés. Et on a simplement fait sortir des petites barres de fer. Il y a une ossature métallique à l'intérieur pour lui donner une espérance de vie qui sera à peu près d'une centaine d'années. Hmm. Donc, on n'est pas dans le support, pour moi, je n'ai rien à dire. C'est jamais que mon opinion. Moi, les supports métalliques dans l'eau qui vont s'effondrer parce qu'on les a vus, parce que ça fait 20 ans, je suis allé voir des trucs qui ont été immergés il y a 20 ans. J'ai vu ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un jour où il y a une déferlante, il y a tout qui se renverse et tout est pété. Le jour où le poids métallique par la masse de corail et l'érosion de la mer, quand ça fait ça, les coraux ils se retrouvent à l'état zéro. Donc l'idée, c'était de dire, faisons quelque chose qui va durer dans le temps et comment fixer les coraux dessus. Donc, en fin de compte, dans la structure métallique à l'intérieur, on a laissé sortir des petits ergots Ouais. en barre métallique de 6 mm. Et ni plus ni moins, on tord cette barre métallique. Voilà, je fais le signe avec la main, je la mets comme ça. Et je joue sur l'élasticité avec un marteau que je mets là. On tire un petit peu, donc on joue sur. Et là, on coince le corail, on le coince complètement. Et Ah, on s'est d'accord. rendu compte. C'est comme une espèce d'agrafe à corail, quoi. Exactement. Tu as très bien trouvé le mot, c'est une agrafe à corail. Et on s'est rendu compte que le corail, on lui donne 45 jours. 45 jours après, il a déjà fait son pied. Et alors, à ce moment-là, vous enlevez l'agrafe ou pas? Pas du tout. La mer fait son travail. Il a besoin, et il n'est pas assez solide. Donc, on s'est rendu compte, et c'est là où le CNRS et le CRIOB ont été très importants pour nous. Serge Plan nous a expliqué comment vivait un corail. Pour moi, c'était une Bible, parce que n'ayant pas de bargon, je ne savais pas. Il m'avait dit, laisse faire le pied pendant 1 an. Il va faire son pied, il va s'étaler, il va enrober, il va tenir comme un arbre qui fait d'abord ses racines plutôt que de Mhm. faire des feuilles. Et après, il va faire les branches et les feuilles. Et ça a été exactement ça. Et on se rend compte qu'un an, 1 an et demi après, la barre de fer, elle pète et elle tombe toute seule. Ah ouais. Et il reste que ton corail sur le support. Mais C'est- les 3 quarts du temps, ce que fait le corail, c'est que lui-même, il prend cette barre de fer, il fait son pied des deux côtés. Tu vois, Il l'englobe, quoi, ouais. il englobe, il disparaît. La barre de fer, elle disparaît C'est et il reste fabuleux. que le petit virage de la graffe qui est entre le béton et cette tige de fer. Et bien là, la nature la cisaille, l'acier s'oxyde. Tu te rends compte que l'oxydation de l'acier n'a aucune interférence sur le polype, ça ne le tue pas, ça cohabite très bien. Et dans ces cas-là, le pied de corail, après, il fait la phase des 8 cm
et ils redescendent des 3 côtés. Et des fois, on n'est pas encore aux 4 côtés, mais nous, on a des coraux qui ont fait les 3 côtés. Donc, il a un pied super dur et Ouais. c'est parti. Donc, nous, ce que l'on fait, c'est que Thomas, on avait essayé des nurseries et pour moi, les nurseries, ben, c'était encore du temps perdu. Donc, quand on installe là où les coraux ont été explosés, donc en fin de compte, tu n'as que des petits bouts, des rebelles, et qui roulent avec les vagues, et qui montent et qui descendent, et qui roulent avec les vagues. Mais tu te rends compte que dans ces rebelles, il y a toujours une petite pousse qui va bien. Un petit Donc, polype, un petit on a, truc, ouais. on a nettoyé les rebelles, on installe à peu près une dizaine de SRP, et là-dessus, on prend tout ce qu'il y a autour, sans toucher une colonie neuve, on prend dans les rebelles. On choisit dans les rebelles, on coupe, on prend la partie, on sent qu'elle est là, qu'elle a 3 cm, qu'elle est bonne, qu'elle a encore une solidité. Ouais. Et en fin de compte, on fixe. Donc, dans notre méthode, on évite tout ce qui est polluant, toute matière Ouais. polluante. On essaie d'apporter un support qui a la vocation d'habitat et en même temps de support pour le corail. Et on essaie de ne pas stresser nos coraux, c'est-à-dire que quand on les prend, la distance que fait le corail entre là où je le prends, enfin là où on les prend et on le Ouais. fixe, il n'y a pas un mètre de Ah différence. ouais. Donc les trucs en béton, vous les mettez exactement à l'endroit où le récif a souffert, quoi. À souffert. Et que ce soit à 5 mètres, à 10 mètres, à 20 mètres, nous, on est là pour travailler. Nous, on fait du récif. On ne fait pas de la table à 1 mètre d'eau pour former les gens. Si tu veux faire du corail avec nous, il faut que tu saches plonger. Ou alors que tu sois un très bon aptéiste. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on soigne le mal. C'est comme si tu étais dans ton job de dentiste, tu dis ben, je vais te faire un pivot, mais je vais te le faire en bague. Tu vas voir, c'est très joli. Tu n'as pas besoin d'une bague, tu as besoin d'une nouvelle dent. Ouais. Et le récif, c'est pareil pour nous, c'est de dire là où il y a le mal, je vais le réparer de suite. Au même titre que c'est l'image de la dentition. J'ai un problème à une dent, je nettoie, je cure, je mets un implant et je fais après la jaquette par-dessus. Je mets ma couronne en Ouais. céramique et pour nous, la couronne céramique, c'est le corail. Ouais. Là, il y a une question, j'ai une petite question là d'un mec. Le béton, vous le faites comment et avec quel type de matière première? Ah ben c'est très simple. On a testé. Alors on n'a rien à se cacher. Tous les ciments viennent de Chine. Ouais. Donc j'ai dû essayer à peu près 22 marques de béton. Et c'est du classique, du sable. On prend surtout pas les coraux morts, les coraux dégradés pour faire du sable. J'achète du sable dans des rivières aux Philippines. On le fait venir sur place. Bon, honnêtement, ça coûte, pour donner un ordre d'idée, un récif artificiel nous revient à 2,50 €. Tu vois, donc si tu calcules, quand tu fais venir une tonne de sable, 100 sacs de ciment, 30 barres métalliques de 6 et de 8 pour faire ton récif artificiel, voilà où on en est, quoi. Il faut savoir rationaliser. Et là-dedans, on a créé des moules pour le faire, des moules métalliques. Ah oui. Et les moules métalliques, ils ont une durée de vie de 15 ans au moins. Donc, tu rentabilises et c'est vraiment pas cher. Et on a essayé donc d'avoir le moins d'impact possible, c'est-à-dire savoir d'où vient notre sable, savoir qui y fait vivre et avoir la chaux, puisque le ciment reste de la chaux. Mais il faut savoir que quand on fait aujourd'hui des récifs artificiels, en fin de compte, ils ont passé minimum 8 mois à l'extérieur, donc ils ont pris une saison des pluies, une saison de soleil, ils Ouais. se sont vidés, ils sont devenus un peu poreux. Et la plus belle nouvelle qu'on ait eue, c'est que quand on a commencé à faire nos récifs, donc on prenait tous les coraux, donc tout type de coraux. C'est pour répondre un peu aux questions que tu as posées dans les autres Ouais, ouais, ouais. euh, émissions et que j'ai suivies. C'est-à-dire que Oh, nous, c'est on prend tout gentil. ce qui est J'imaginais pas être suivi à ce point-là, dis donc. Euh, c'est dans la mesure où tu es passionné, tu regardes quoi. Hein, ouais, ouais, ouais. le soir, il fait nuit très tôt. Chez nous, il fait nuit à 5h30 en Asie. Donc, ben, le soir, ben, moi, je me connecte et je regarde un peu tout ce que les autres font. Puis, si tu n'as pas envie de mourir idiot, ne reste pas dans ta bulle en pensant que tu es le meilleur. Hein. Il y C'est aura sûr. toujours quelqu'un qui va venir te détrôner. Donc, comme on n'est pas sur une rivalité de coupe ou de diplôme, on est simplement dans la rivalité de dire quelle est la meilleure expérience, qu'est-ce Ouais. qu'on peut apporter, comment on peut modifier, comment on peut aller plus loin. Donc, dans la Donc, mesure où on met. je t'ai Pardon, coupé la vas-y. parole, là, je sais plus où t'en étais, là, avec ton béton, ouais. Non, non, mais le béton, c'est là, c'est très simple, c'est que
Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est rendu compte que si je prends un site où on a mis 2500 greffes sur cette partie récifale qui se divise en plusieurs morceaux, aujourd'hui, on a compté hier, on est à 3200 recrutements naturels. C'est qu'en fin de compte, quand le récif corallien se reproduit, lui-même, les polypes qui partent dans la nature cherchent des surfaces sur lesquelles s'établir. Et on s'est retrouvé avec 3200 recrutements naturels sur nos récifs artificiels. Pour nous, la boucle est bouquée. On pourrait mettre aujourd'hui des récifs artificiels dans l'eau nue et crue et se dire la nature, elle va faire le job. C'est fou, hein. Et là, et c'est justement la thèse que l'on fait avec le CNRS et le CRIOB, c'est de se dire où en est la résilience naturelle aujourd'hui sur un support artificiel. Ah oui. Donc l'Israël, on sait qu'ils ont fait ça sur du pipe PVC, mais nous, avec ils ont travaillé aussi beaucoup avec la culture sur métaux avec l'impulsion électrique en Israël. Ouais, ben alors là, la bonne réponse, elle a été faite dans ton dernier interview. Aujourd'hui, je sais ce que c'est. Je reçois une équipe des Seychelles et justement, j'ai cherché des publications sur la génétique modifiée en les rendant stériles. Il existe plein de méthodes. L'essentiel, c'est que de toute façon, on est là pour se faire chacun notre opinion, notre libre pensée et dire je vais améliorer, je vais aller dans une voie différente. Moi, ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, avec Sulubay, c'est de dire il faut qu'on continue à faire les choses différemment pour essayer d'apporter quelque chose au moulin. Si c'est pour suivre quelque chose qui se fait déjà, acheter une franchise, entre guillemets, donc, ça m'intéresse pas. Donc là, sur ton île, donc tu fais du béton, tu restaures le récif et vous avez un labo de recherche en plus, si j'ai bien compris. Nous, on a notre petit labo à nous et on est en train de faire un labo beaucoup plus grand aujourd'hui qui permettra à tous les scientifiques, quand ils veulent venir, de pouvoir travailler et avoir une base. Mais en fin de compte, on a dépassé un peu ce stade-là. C'est-à-dire que moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, le corail reste l'habitat essentiel de la vie. On ne va pas reparler des pourcentages, de ce que ça représente. On le sait, vous et moi, que le récif artificiel, il est essentiel à la vie sous-marine. Mais la guerre pour nous, et qui existe dans le monde, et c'est ce qui va être présenté le 8 juin à l'ONU, puisqu'on on fait partie de la POC, on travaille avec FPA2, on travaille avec le Fonds français pour l'environnement mondial, l'AFD fait le 8 juin sur Sulubay, alors c'est inespéré. On travaille avec des labos de partout dans le monde. Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est la disparition halieutique. Voilà. Le grand problème, il est là. C'est-à-dire que si je pousse le curseur très loin… Lié à la surpêche ? On va tous faire des sites magnifiques. Bon, j'exagère en tant que Marseillais. On va tous faire des sites magnifiques, mais en fin de compte, dans ces sites magnifiques, il n'y aura plus rien. Et qu'est-ce qui est essentiel? C'est-à-dire, on mange du corail ou on mange du poisson? Mais les deux sont liés. Donc, nous, ce qu'on a décidé, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin. Et on a les moyens de le faire parce qu'on a un territoire. Ce n'est pas comme vous, devant un aquarium chez vous, ce que vous faites, vous essayez de comprendre comment ça fonctionne, vous avez du résultat, vous avez une croissance. Et merci de le faire à votre échelle parce que vous comprenez, multiplié par 1 million, ce qu'on a, nous, en face de nous aujourd'hui. Donc, on a la chance de ne pas être confiné en France dans un bureau et avoir une association ailleurs. Moi, je suis sur le terrain matin, midi et soir depuis 11 ans. Et aujourd'hui, on a développé… Le principe, c'est qu'on crée des aires marines protégées, toutes petites, à taille humaine, qui font 50 hectares. Elles sont gérées par les communautés locales. Dans ces aires marines protégées, nous, on y amène nos récifs artificiels. Ah oui. On prend des bases où on dit on va implanter ces récifs artificiels. On va faire nos greffes de coraux. Mais là-dessus, on travaille avec Andromède Océanologie qui fait de la photogrammétrie, qui a un truc très poussé en photogrammétrie. Ils ont déposé le brevet. Aujourd'hui, tu mets les photos dans le laptop. On l'a fait il y a 5 ans. Les premiers essais. Aujourd'hui, on est le premier récif corallien en 3D et ça a été présenté à Los Angeles au Congrès mondial
Ouais, il me semble que j'avais vu ça, ouais. Bah, Voilà, donc c'est sur la page de Sulubai d'ailleurs, hein, je crois qu'il y avait eu une publi. c'est Ouais, sur la partie volaille. Donc, dans ces petites aires marines protégées, on y fait la photogrammétrie, on y fait l'écoute acoustique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est là où ça déborde, mais vit dans ces récifs artificiels, dans ces récifs coralliens, pardon, ce que vous n'avez pas chez vous, vivent des crevettes, des millions d'organismes qui chantent et qui parlent. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait mettre un hydrophone dans l'eau aujourd'hui, écouter tout ce qui se passe et analyser tout ce qui se passe. Donc, on travaille avec Chorus Acoustique, qui est aussi une micro-boîte française. ouais. Et eux, aujourd'hui, on a fait des bandes sonores et on a des bandes sonores sur 600 espèces de poissons. C'est Donc, génial. c'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin d'aller dans l'eau pour savoir ce qui s'y passe. Tu mets un hydrophone, tu mets dans l'ordinateur et l'ordinateur, il te dit, tu as 4 mérous, tu as 7 langoustes. Et ça, c'est pour faire un état zéro d'un site et savoir comment il va progresser, c'est la base. Ouais. Donc, Là, j'ai plein de questions de mecs qui me disent où est-ce qu'il faut envoyer les CV? Pardon. bah, de toute façon, il y a Sulubai Contact, envoyez toujours, parce que si ce n'est pas chez nous, ça sera chez des copains, parce que c'est vrai qu'on est débordé. Et Pangatalan, ça fait 400 mètres de long par 120 mètres de large. C'est 2 stades de foot, l'île. Tu Ah vis ouais. en sur 2 stades de foot, quoi. Mais c'est un mirador, c'est ce que j'appelle, c'est une sentinelle avancée, parce que c'est sur les sentinelles qu'on arrive à comprendre la vague, la déferlante que vous allez vous prendre vous dans la gueule sur la côte. Et nous, on l'aura vu peut-être 1 an et demi avant. Et c'est ça l'intérêt de ces micro-laboratoires qui travaillent sur les coraux, qui travaillent sur tout, sur les microplastiques. On travaille avec Banyuls Océanologie. Ouais. Nous, on a reçu Tara Expédition sur la mission Corail en 2018, sur la mission mondiale. Il y avait les 7 plus grands chercheurs au monde qui étaient là. J'ai reçu Race for Water. Là, on a une Energy Observer qui arrive. Il y a Plastic Odyssey qui arrive. Donc, on essaie de tout confronter, de tout mélanger. Mais je reviens Oui. aux petites aires marines protégées, c'est-à-dire que maintenant, pour combattre le problème halieutique, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec Écocéan, qui est une boîte à Perpignan, à Montpellier, pardon, Mhm. et on élève Ah les bah postes tu là. connais, bah, c'est pas Alain Dudé qui travaille. Alors, Alain Dudé, je l'ai rencontré là, Ouais. récemment. Il travaille à l'université de Montpellier. Voilà. Mais il me semblait qu'Écocéan c'était un peu lui aussi. C'est les têtes pensantes. Hein. Il n'a Voilà. jamais été lié avec Gilles Lecaillon. Mais voilà ce qu'on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a réussi avec Gilles Lecaillon, au travers de sa méthode, c'est à capturer des post-larves. Les post-larves, c'est les poissons qui ont éclos et qui errent à la surface des océans. Et ils font 5 millimètres. Et ils attendent l'appel de leurs congénères pour aller se fixer quelque part. Mais entre 1 million d'œufs que la femelle va faire et les 10 adultes qui va rester à l'arrivée, à ce rythme-là, la nature, on n'aura plus de quoi bouffer pendant des années. Donc, on a cette méthode où on capture des post-larves, des poissons de 5 millimètres, on les met dans notre laboratoire. Et dans ce laboratoire, on les élève pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, le poisson de 5 millimètres, il passe à 5 centimètres. Et là, on remet tous ces géniteurs dans les aires marines protégées. Ah oui. Mhm. Le but, c'est, si tu fais que du corail, c'est magnifique, c'est très beau. Mais moi, il faut que je dépasse ce stade. Aujourd'hui, le problème des océans, c'est la disparition et du corail, et des ressources halieutiques, et des espaces protégés. Donc, en reprenant tout ça et en faisant ça avec les 4 plus gros labos français, ben, on a déposé un énorme dossier qui a été soutenu à l'international. Ouais, mais parallèlement à ça, si la pêche industrielle perdure, les énormes bateaux-usines, les machins et tout, c'est compliqué. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé d'attendre la volonté politique internationale pour combattre ces méthodes de pêche illégale, surtout en Asie. Et c'est pour ça que tu vois ces films à la Sea Shepherd, Sea Shadow avec Leonardo DiCaprio. Il y a plein de films comme ça Mhm. qui montrent vraiment la. Tu sais, aujourd'hui, la drogue paye plus. Ce qui paye, c'est le poisson. C'est la Ouais, denrée alimentaire, quoi. Euh, Seulement, on n'en est qu'au début de la prise de conscience. Et ouais. nous, à notre milieu, on essaie d'apporter une des solutions. C'est-à-dire Mhm. que la solution, c'est que si tu donnes un moyen aux gens qui en dépendent de ces récifs coralliens de commencer à les protéger et qu'ils n'ont pas besoin de millions de dollars pour le faire, ben,
La prise de conscience est là. Et aujourd'hui, on en est à 4 aires marines protégées en une année. Là-bas, aux Philippines? Là, moi, j'ai créé ma 4e aire marine protégée. C'est On est 120 génial. à travailler sur les sites. Et par an, on va relâcher 40 000 poissons adultes, enfin 40 000 géniteurs par ferme. Donc le but, c'est de créer de suite des multiples. Donc c'est pour ça que ça va être un combat. Et on a appelé ça la Sea Academy, parce qu'en même temps, on va dans les universités, on forme les étudiants à cette compréhension de créer des nouvelles ressources de la vie. Et c'est grâce à des mecs comme Alain Dudé et Ouais, Gilles Leclerc que nous, les profanes, ils nous donnent l'outil parfait. L'essentiel, c'est qu'on digère cet outil, qu'on l'adapte à notre pays et qu'on avance. Et c'est comme ça que quand j'ai rencontré Sylvia Earle avec Mission Blue, on a été élu HubSpot aux Philippines devant 10 dossiers d'Asie. Et l'ambition, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pris une baie de 6500 hectares et je vais en faire la première baie du monde avec les 20 premières aires marines protégées gérées par les populations locales, c'est dans lequel fabuleux. C'est génial. le corail On le t'a- poisson. Et on n'est plus dans le principe de Total qui vient faire une usine de pétrole et le jour où il s'en va, ben, il te laisse le bordel sur place. Nous, on est là pour dire, ben, on va vous donner le minimum, mais c'est vous qui allez devoir travailler. Et quand tu parles comme ça dans les villages, et c'est pas facile parce que Hmm. la barrière de la langue, et il faut te faire bien avec le curé qui va dire, oui, il faut protéger la nature. Il faut se servir des outils locaux pour leur faire comprendre que c'est leur problème. Et tu sais comment, c'est très simple, c'était de leur dire, tu appelles les vieux du village, tu vas sur le sable, tu fais le sable tout propre, tu appelles les vieux du village et tu leur dis, puisqu'il ne sait pas parler, Hmm. dessine-moi quand tu allais à la pêche, quand il y avait 20 ans, la taille des poissons que tu prenais et la quantité que tu prenais. Et Hmm. tu te rends compte que le vieux, il va te dessiner des poissons de 2 kilos, il va te dire, j'en prenais 3 parce que ça me suffisait pour bouffer, et quand tu fais venir les générations, à la fin, ça te fait une pyramide monstrueuse. Mais la base de la pyramide, c'est notre époque à nous. C'est des Ouais. poissons qui font moins de 500 grammes. Il en faut 500 pour bouffer parce qu'il va en vendre dans la moitié, parce qu'il a besoin d'une télé, d'un téléphone et tout ça. Et là, ils réalisent, tant qu'ils n'ont pas ce schéma dans la figure, ils réalisent que c'est important. Et ce qui est important, c'est le récif corallien. Donc, on les amène chez nous avec un masque et un tuba. On leur met un gilet de sauvetage parce qu'ils ne savent pas nager, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et là, quand ils voient ce qui se passe dans une aire marine où tu as des poissons de 10 kilos qui viennent te chatouiller les pieds et qui passent entre nos récifs coralliens, entre nos SRP, et que les tortues elles viennent dormir dessous, qu'il y a des Napoléons, il y a des barracudas, il y a tout ce que tu veux. Et ils te disent, le gars, tu as réussi à faire ça en 4 ans. Donc, nous, on est capable de le faire aussi. C'est génial. Ça Génial. nous aider. Et c'est comme ça qu'on a démarré un truc. Et aujourd'hui, ce n'est pas une bombe à retardement, mais c'est un réel espoir où indirectement le corail est la valeur essentielle et la base de la communication, puisque le corail, il le voit, le corail, c'est beau, ça plaît à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on va travailler maintenant avec le MNHN, puisque le musée d'histoire naturelle a la première collection des Philippines qui a 25 ans, et on veut savoir comment aujourd'hui les coraux sont devenus super résistants naturellement. Ouais, parce que vous avez remarqué qu'il y avait des espèces qui résistaient beaucoup. Aujourd'hui, alors on a pris un énorme bleaching l'année dernière qui a défoncé les colonies de branchus, c'est classique, ça revient, mais tu te rends compte qu'en fin de compte, il y a tous ces coraux cerveaux, ces bulles d'heure, et nous, on les a dans 1 mètre d'eau. Ça, je peux t'en parler parce que c'est sur notre plage, il y a les Ouais. pins de corail, et aujourd'hui, dans 1 mètre d'eau avec une eau à 34 degrés, et avec les grandes marées, c'est des trucs qui sont sous le cagnard, et le 34 lendemain, degrés. 34 degrés, elle fait l'eau. Et ils tiennent. Et ils tiennent. Putain. Donc, il y a quand même une adaptation qui s'est créée. Alors, ça fait des dégâts. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a les plus gros labos du monde qui sont en train. Alors, quand je dis labo, c'est. Moi, je vais démystifier le truc. C'est qu'aujourd'hui, on a des multinationales qui cherchent à trouver le labo qui va leur vendre la génétique modifiée de la compréhension de ces coraux qui s'adaptent. Et indirectement, c'est le travail du CNRS, c'est le travail du CRIOP de Ouais, ouais, comprendre ce ouais, qui. ouais, ouais, ouais. Et c'est à coût de milliards de dollars que le marché du corail il va être dans l'Australie, par exemple. Ouais. Bon, C'est-à-dire bon, que tu as des multinationales qui te donnent 100 000 dollars par an en disant cherchez, le jour où vous m'aurez trouvé le corail OGM,
la valeur touristique d'un pays qui a la Grande Barrière et qui a perdu 50% de son tourisme, mais il y a un business là. Donc aujourd'hui, on se rend compte que il y a des putains de gros barracudas qui veulent savoir ce qui se passe, où on en est de ce réchauffement climatique, de cette adaptation des coraux, parce qu'il y a un marché qui est monstrueux derrière. Ouais. Alors, ça, pour l'occulte, on ne veut pas le voir. Pour nous, ce qui nous réjouit, c'est de savoir que le corail est capable de s'adapter naturellement, que la vie qui vit dans le corail, indirectement, tous ces petits organismes, en dehors des polypes, sont capables de s'adapter à 34 degrés. Tous ces micro-organismes que tu peux filmer la nuit, parce que là, on est en train de faire des gros films à écarter avec Ushuaïa TV qui vont partir l'année prochaine. Là, je viens de réaliser que je suis en train de parler avec toi. Et je me dis, putain, mais je suis en train de parler avec Tardieu, qui est mondialement connu et tout. Mais c'est. Mais Merci. non, non, non. Non, mais sans déconner. Bon, t'as la modestie, vraiment. Mais c'est fabuleux ce que tu fais. C'est fabuleux. Fabuleux. Non, c'est simplement faire autre chose parce qu'on peut aller plus loin. Hmm. On aurait pu rester au corail et dire ben, venez, aidez-nous, filez-nous des sous, tout ça. Non, moi ça ne m'intéresse pas. Je veux dire que si on peut aider la recherche et si on peut aider les populations isolées, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vis sur une île, les gens qui viennent travailler chez toi, ils viennent en pirogue tous les matins. Ils ont le même pantalon coupé depuis 3 mois qu'ils se mettent sur le dos. Ils ont un t-shirt avec un trou comme ça. Ils n'ont même pas de casquette. Ils ont il faut savoir se regarder dans une glace en disant Ouais. moi j'étais promoteur, j'ai gagné ma thune, j'avais mon 4x4, j'avais ma baraque, j'avais ci, j'avais là, je partais en vacances à Courchevel, je passais. Et tu te rends compte qu'il y a des gens qui cohabitent avec toi et qui n'ont même pas de quoi bouffer parce que le Covid, là, il faut savoir que nous, notre petite île, on la loue. On la loue, on la privatise pour 6 personnes maximum parce que l'île, elle a reçu quand même les 3 plus gros labels au monde d'île durable. Aujourd'hui, on est Small Island, enfin, je ne vais pas Tu étaler. utilises pour le photovoltaïque? Photovoltaïque, le traitement des déchets, tout ça, c'est des critères. C'est des gens qui viennent chez toi pendant 6 mois. Pendant 6 mois, ils mettent des capteurs et ils se rendent compte de l'analyse des rejets que tu fais, des produits que tu emploies, qu'est-ce qu'il y a sur les étiquettes. Et aujourd'hui, on a reçu le premier label international de Small Island Organization. Mais tout ça, c'est que moi, je m'en fous. C'est que les gens qui viennent chez moi, et je n'ai pas de mal à le dire, sont des riches. Mais est-ce qu'on a le temps de faire venir des mecs backpackers qui vont passer du bon temps, ou on a besoin de riches qui, à leur niveau, vont pouvoir t'aider ou prendre conscience que leur position dans le monde, c'est-à-dire que moi, quand quelqu'un vient chez moi avec des valises Vuitton, j'essaie de lui faire comprendre de toute façon que les valises Vuitton, il ne va pas les mettre avec lui dans son caveau. Et toute la thune qu'il a, quand il n'y aura plus rien, ses enfants, où il va les amener? Sur la Lune ou sur Terre où ils sont bien et essayer de développer des espaces comme ça. Ouais. Quand le gars il s'en va, il te dit, mais en fin de compte, tu m'as mis la main dans l'encre et aujourd'hui elle est là, mon encre. Et je me rends compte qu'avec mes 5 doigts qui sont sales, ben, je vais être obligé de me démerder tout seul. Et se démerder tout seul, c'est prendre conscience qu'aujourd'hui, on manque de territoire préservé et que pour ses enfants, avec tous ces dollars, il ne pourra plus les amener dans un endroit préservé pour voir des belles choses. Donc lui, il a le pouvoir aujourd'hui, par sa masse financière, d'aider beaucoup plus vite la recherche ou la même chose. Mais là, je vais rebondir et vous apprendre quelque chose, c'est que en une année, la Chine a créé plus de fondations environnementales que ce que nous, l'Europe, on a pu faire en 10 ans. Ouais, ils s'y sont mis. Ouais. Elles sont issues que de gens riches et fortunés. Donc c'est là où tu te dis, c'est mon outil, il faut qu'il aille très vite. Il faut qu'il aille très vite. Et l'idée qu'on a eue, au travers du corail, c'était quand on restaure un endroit, on a mis à peu près 10 récifs artificiels, on a créé des plaques en acier inoxydable, et ces plaques sont numérotées. Et en fin de compte, les riches, ils ont tous leur appartement, leur Ferrari, et leur yacht. corail. Et quand tu leur dis, mais moi j'ai mon... Ah, les gars, ils disent, bah, non. Et entre eux, tu te rends compte que les gens, ils se disent, mais toi, tu as ton récif corallien, mais tu n'as pas ton récif corallien. Et il faut savoir une chose, c'est que la mer étant inaliénable, c'est un endroit commun à tous. Tu ne peux pas empêcher un bateau de passer sur une réserve. L'essentiel, c'est qu'il ne s'y arrête pas, qu'il n'y pêche pas.
Donc, faire en accord avec les autorités locales, dans des aires marines protégées, des récifs artificiels, géostationnalisés, créer un bouc mondial où ça, indirectement, ça t'appartient, puisque tu as mis ta contribution là-dedans. C'est Et génial. quand tu vas revenir dans 5 ans avec tes enfants, tu vas voir la différence. Et on envoie donc les vidéos de ces récifs coralliens chaque année aux clients en disant voilà ce que tu as fait. Et grâce à toi, il y a tel poisson qui y vit. Et je peux te garantir que ça fait boule de neige dans leur tête. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de convaincre les gens. Tu mets le logo sur J'ai la pas petite besoin de plaque, milliards. sur la petite plaque, tu mets le logo Vuitton ou Hermès. Et ils prendront les. Ben ouais, mais pour l'instant, il n'y a qu'un récif, il y a notre logo à nous, mais ça va très vite, tu sais, ils s'en foutent après du logo Hermès, Hmm. parce que tu te rends compte que la valise Vuitton avec laquelle il est venu, il ne l'ouvre pas. Il est tous les jours en tongs et en short, et il est derrière toi, à te suivre en bateau en te disant, mais aujourd'hui, je viens avec toi, les gars. Il n'est plus là à écouter de la Ouais. musique dans la Tu piscine. vois, avant de basculer sur le groupe, là, je t'avais dit que on avait parlé de Martin Colognoli, là, que tu connais, Coral Guardian. Bah, eux, quand tu adoptes un corail chez eux, tu reçois un diplôme avec la géolocalisation précise de ton corail. C'est ce qu'on fait tous, c'est-à-dire que bien sûr qu'on a nous la plaque elle est géostationnalisée, et c'est-à-dire que nous on donne le diplôme, c'est-à-dire on donne le certificat comme quoi le gars il a adopté ce récif artificiel. Alors c'est pas la même valeur, hein. On n'est pas dans la même échelle, mais moi j'ai besoin d'aller très vite parce que j'ai pas 30 balais ou 40 balais. Si Mhm. j'avais 20 ans devant moi, je me poserais d'autres questions, mais aujourd'hui, si je le fais pas dans les 10 ans à venir, si j'ai pas réussi ça, ben, je me tire une balle dans la tête, ça ira plus vite. Mais non, mais non, mais non, mais non. Donc, j'exagère toujours en tant que Ouais, Marseillais. ouais, les Marseillais, ouais, faut s'y faire, ouais. Marseillais. Il Donc, y a des sardines autour de ton île, au fait? il y a des sardines en Asie. Ouais. Elles ont le même goût. Qui Il y a bouche des le sardines, porc, pareil, elle bouche le porc de. Pareil. elles bouffent la lait, exactement. Ouais. Là, il y a une question de quelqu'un. Il y a de la mangrove autour de ton île? En fin de compte, la mangrove aussi a subi, la mangrove internationale, elle a subi les plus grandes dévastations. C'est-à-dire que tu vas en Afrique, on coupe les racines de mangrove pour récupérer les huîtres. Et en Asie, on brûle l'extérieur de la mangrove parce que c'est avec ça qu'on fait le charbon de bois. Donc, tu passes devant des façades où tout est vert, c'est magnifique, et à l'intérieur, c'est totalement pillé. Donc, l'île de Pangatalane avait un espace qui faisait à peu près 1,5 hectare, qui a 1,2 qui était, ils verront, il y a une énorme tache noire dans lequel j'ai tout nettoyé et replanté de la mangrove. Ils verront les photos avant-après. Et en 5 ans, mes mangroves, il y en a qui font 4,80 m aujourd'hui. Fabuleux, J'ai génial. planté 10 000 propagules. Super. Alors, pour voir les photos, j'imagine qu'il faut que les gens aillent sur la page de Souloubaï, c'est ça? Ils tapent Sulubaï. On a une chance, c'est que la référence, ce nom-là, il n'y en a qu'un dans Google, et ils font Sulubai, et si tu tombes directement sur le site, sur toutes les vidéos, sur toutes les photos, il n'y a pas de problème. Ça veut Ou dire sur quoi, Facebook, Souloubaï? Sulubaï, ils verront. Ça veut dire quoi, Souloubaï? Je me rappelle plus. Alors, très bonne question, parce que la mer dans laquelle on est s'appelle la mer de Sulu. C'est son Ouais. véritable nom. Et Baï, en philippin, donc le dialecte tagalog, ça veut dire la petite maison. Et comme dans cette île qui est toute petite, il y avait un sommet et il y avait une toute petite maison de l'ancien caretaker avant, parce que cette île, elle appartenait à un diamantaire suisse qui l'avait acheté par folie, mais qui n'était jamais revenu, et le gars a tout détruit dessus. Donc l'idée, c'était chercher le nom. Ben, Sulubai, c'est la petite maison dans la mer de Sulu, et on est resté là. Donc Génial. Sulu, ben, C'est fabuleux. Non, non, moi, je ben, suis, ce n'est qu'une aventure. Tu sais, en mer, parce que moi j'estime qu'on est en mer, je rencontre tellement de gens fous, aventuriers, des illuminés. J'ai vu l'autre fois passer un mec avec un bateau, mais le Kontiki, c'était rien à côté. Et le mec, barbe de 2 mètres, il parlait français, des instruments, de la musique à bord, un espèce de radeau flottant. Et je dis, où tu vas? Et le mec, il t'a dit, j'arrive de Singapour, j'ai fait la Malaisie. Et toi, tu te dis, mais moi, ce que je fais, c'est petit par rapport à la folie humaine. Et cette folie, ben, nous, on a fait un choix. Le choix, c'est le corail, les récifs coralliens, les gens qui en dépendent et la mer en général. Est-ce que, là, j'avais une question tout à l'heure, vous avez besoin d'éco-volontaires? Est-ce qu'il peut y avoir Alors, des éco-volontaires qui viennent chez vous?
on a besoin d'éco-volontaires. Oui, on a besoin de gens de passage, on a besoin de gens en mission, on a besoin de tout. La seule chose, c'est que la capacité de l'île, je ne veux pas déroger à ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'en tant que promoteur, je construisais 95% et je laissais 5% aux espaces verts. Et aujourd'hui, je veux laisser 95% aux espaces verts et que nous, on ne fasse que 5% de la construction. Donc, en capacité d'accueil sur l'île, je n'aurai pas plus. Par contre, je viens d'acheter un terrain sur l'île en face, qui est la grande île de Palawan, qui fait 380 km de long, donc c'est immense. Et là, je suis en train de construire une maison qui pourra recevoir 10 éco-volontaires. Et tous les matins, ces gens viendront avec les bateaux de nos employés. Donc, c'est 20 minutes de bateau dans la baie, c'est magnifique en plus. Et ils viennent travailler sur l'île. Et le soir, ils se retrouvent entre eux, entre jeunes. Puisque nous, sur l'île, ce qu'on veut, c'est qu'à 10 heures du soir, il n'y ait plus un bruit. C'est-à-dire que la nature, tout s'éteint. Voilà. Même les riches qui viennent, j'ai dit, moi, à 10 heures du soir, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de télé, il n'y a plus de lumière. C'est ou vous l'acceptez, vous venez chez nous, ou vous ne l'acceptez pas et j'en ai rien à foutre. Moi, je n'ai pas besoin de vous. Et aujourd'hui, c'est ce que la nature nous a donné, il faut savoir le respecter. C'est ce que tu disais en préambule, ouais. C'est fabuleux. Se faire petit dans un milieu naturel. Et tu te rends compte que tu peux le partager à bon escient et que, tu sais, quand je vois moi, les cobras qui passent là devant nous, parce que ça existe et c'est la réalité, mais il n'y a personne qui est agressif. Même si tu marches sur la queue, il ne va pas se dresser pour te piquer, il va essayer de foutre le camp. Je passe dans un arbre, il y a un python, je le regarde, les varans, on cohabite, les oiseaux font les nids à 50 cm du sol. Tu imagines si j'avais un chat ou un chien, il n'y aurait plus d'oiseaux. Donc la nature, elle ne s'en va plus devant nous. On en fait partie intégrante. C'est pour ça que dans la journée, on travaille, on fait du bruit, c'est certain, mais ça cohabite. Et le soir, ce que je veux, c'est que tout le monde retrouve son équilibre et à 5 heures du matin, la nature se réveille. Nous, on se réveille avec 5h15 tous les matins, on est debout. Et à 5h30, il fait nuit, il faut savoir la respecter. C'est fabuleux. Et ça, c'est un vrai partage. C'est un partage. C'est pas une utopie, c'est pas une folie. On n'est pas devenu des gagas, on n'est pas une secte. Ouais. On a les deux pieds dans la réalité. Non, mais je vois bien, ouais. Est-ce qu'il y a du pastis sur ton île? J'ai arrêté de boire. Mais il y a du pastis. Personnellement, j'ai arrêté de boire parce que j'ai une maladie et que l'alcool me détruit complètement. Même à très petite dose, voilà, c'est pour ça que je dis que la vie est très courte. Ouais. Mais tu peux venir boire du pastis, il y a de très bons vins. Non, moi, je ne suis pas marseillais, j'aime pas le pastis. Qu'est-ce que je vais dire? J'imagine que sur la page de Souloubaï ou sur le site, il y a un truc contact Souloubaï pour les mecs qui sont intéressés. Il y a tout. Je réponds personnellement à tout le monde. Ouais. C'est un devoir dans la mesure où les gens prennent le temps de t'écrire. Alors, tu as de tout comme commentaire. Tu as des fous qui disent tu m'invites sur ton île, je viens avec ma femme, ma mère, ma soeur. Mais tu es obligé de répondre à tout le monde. Quoi. Le but, c'est ça. On est dans une forme de partage, au même titre qu'on reçoit des gens qui sont de passage. On a vu des gens extraordinaires arriver. On a entendu parler de vous, ils t'appellent parce qu'ils ont récupéré le téléphone de quelqu'un qui leur a dit t'appelles Fred, mais ils viennent passer 3-4 jours et on le fait volontiers. On le fait volontiers parce que, tu sais, on n'est que 6 personnes à dormir le soir sur l'île. Aujourd'hui, j'ai 2 marines biologistes, dont le thésard. J'ai 3 personnes qui s'occupent de nous et nous, on est 2. Donc, on est vraiment un petit comité. Et quand il y a les grosses missions avec Laurent Balessa, là, Blancpain Ocean Commitment, là, on se retrouve à 22 chercheurs, on improvise les campements, mais c'est un peu ce qu'on appelle l'auberge espagnole, quoi. Ouais, non, c'est génial, c'est vraiment génial. Moi, franchement, honnêtement, cet entretien, il me fait rêver. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, il me fait rêver cet entretien. Pour nous, c'est une véritable aventure, une véritable histoire. Il n'y a pas de bluff, c'est une vraie réalité, c'est concret. Et si on peut apporter au travers de notre histoire et de notre message la prise de conscience, mais c'est ni plus ni moins. Quand tu me dis je te fais rêver, moi je veux que le richissime qui va monter dans sa Ferrari le lendemain, il parte de l'île en se disant putain j'ai rêvé un petit peu quoi. Ouais. Il y a un mec qui m'a fait comprendre, et ce qui est rigolo,
rigolo, c'est qu'au début, ils te dédaignent. Ils te dédaignent. Ouais, Moi, je vais vous raconter une ils te prennent pour un con au début, quoi. Ils te disent, histoire. attends, vas-y. Il y a un mec qui a acheté une île aux Philippines. Je ne dirais pas où, quoi, comment. Il vit à Hong Kong. Il parle français et c'est un Anglais australien. Le mec, il est mais milliardaire comme tu ne peux pas l'imaginer. Il a acheté une île, il a mis 35 millions de dollars dessus. Et tout est à chier. Rien n'est écologique. Voilà. Ce mec est venu sur l'île, pour te donner, parce qu'un tel lui avait dit, va voir ça, tu verras comment on fait. Le mec, il arrive sur mon île avec un espèce de speedboat avec 1800 chevaux. Fouf. Voilà. Donc, il arrive, il débarque avec son majordome, ils sont 3. Il ne me calcule même pas au bout de l'appontement où je suis venu l'accueillir. Donc, on fait 100 mètres, je l'interpelle, je lui dis, écoutez, je suis ravi, mais je suis Frédéric. Oh, excusez-moi, tu vois, le mec, même pas, il dit bonjour quand il arrive. Eh bien, alors, il se l'est joué avec son majordome à regarder la poussière sur les étagères, à la chambre qu'on lui a confiée et tout, et je veux tel vin, et je suis vegan, et je suis ci, je suis Ouais, ça. oh là là. Et au bout du deuxième jour, le mec, il s'assoit à la table le matin au café, il me dit, ben, explique-moi. Le troisième jour, où que j'aille, il me suivait de partout. Il transpirait comme moi. Et en partant, le mec, il m'a dit, mais moi, j'ai fait une vraie réussite financière. Il est dans les espèces de paiements carte bleue, dans les supermarchés dans le monde, c'est un paiement interne. Ouais. Et il fait ses cartes, je crois qu'il fait 70 millions de dollars de chiffre à l'année ou un truc comme ça, tu vois. C'est incommensurable, il est seul dans la boîte, quoi. Ah ouais. Et le mec, en partant, il me dit, de nous deux, je ne sais pas qui c'est qui a le mieux réussi. C'est beau. Ou c'est toi dans ta tête, avec ton petit truc, ou c'est moi avec mon pognon de con. Et tu vois, cette réflexion, ben je me suis dit, ben, le peu que j'ai essayé de lui faire comprendre, il l'a compris, le mec. C'est bien. Grosse Il l'a compris, je satisfaction. dis, mais... Et c'est ça qui me plaît, moi, c'est ça qui me plaît, Moi, parce que moi, moi, s'il je, m'a compris, ouais, il a moi, compris les réciprociens, et j'espère que sur son île, il va pouvoir s'y mettre à faire quelque chose. Et ce soir, je dîne avec sa manager qui vient d'arriver. C'est pour ça que je suis à Puerto chez Thierry. Donc, tu génial. vois, Mais comme quoi, rien n'est perdu. On peut faire comprendre les choses à beaucoup de gens. Et ouais, ouais. il faut que ça continue. Fred, bah écoute, ça fait 1 heure qu'on discute. Et vu ton coût horaire et les honoraires que tu me demandes, là, je peux pas aller plus loin. Euh, je te remercie vraiment du fond du cœur d'avoir partagé ce moment passionnant avec nous. Euh, et je te souhaite de réussir encore plus dans ton projet. Voilà. Ben, écoutez, c'est un vrai plaisir de partager. Les amoureux du bocal, comme je vous nomme, mais c'est pas vulgaire, au moins il y a quand même des amoureux et je sais que vous pouvez, si vous aimez votre bocal, vous aimerez la mer. Euh, Aidez-nous, partagez la parole, suivez-nous, c'est tout ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin Voilà. d'argent. Donc là, Suivez-nous. cette vidéo, je vais la mettre en ligne sur YouTube, là, sur ma petite chaîne, et je t'enverrai le lien, Fred. T'en feras ce que tu veux, si tu veux la publier chez toi ou la donner à TF1, à Antenne, à France 2, à France 3, à je ne sais qui. Il n'y a pas On de se sert problème. de tout. On se Hein? sert de tout et bien volontiers. Et Voilà. écrivez-nous, on vous répondra. Écoute, merci beaucoup encore. Bon dîner avec la manager des cartes bleues, là, et C'est encore une prise de tête là. voilà. Et puis, à bientôt. On reste en contact. On reste en contact. Merci à vous. Bye Ciao, bye. ciao, 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 ciao.